Nous sommes en décembre 2009. Dubaï est au bord du gouffre. On parle de dettes intenables, de panique sur les marchés et une crise terrible. Abu Dhabi intervient donc et injecte des milliards pour sauver l'économie dubaïote. Quelques jours plus tard, la tour la plus célèbre de Dubaï sera renommée. Elle devait s'appeler Burj Dubaï. Finalement, son nom sera Burj Khalifa. Ce n'est pas un détail d'architecture, c'est un message. Parce que Khalifa, ce n'est pas le nom d'un architecte, c'est le nom du dirigeant d'Abu Dhabi de l'époque. Et derrière Abu Dhabi, il y a une dynastie, les Al Nahyan. Alors certains y verront un hommage, mais ce que je vois moi, c'est qu'en 2009, c'était Abu Dhabi qui était réellement puissante. Et c'est elle qui a été capable d'intervenir dans la tempête. Les Al Nahyan venaient de rappeler à leurs compatriotes qui était la dynastie dominante ici. Donc la vraie question, ce n'est pas pourquoi Dubaï a une tour immense. La vraie question c'est comment Abu Dhabi a pu se retrouver en position de tenir le filet de sécurité au moment où tout était en train de vaciller. Et là, si vous aviez en tête le cliché, c'est juste des bédouins du désert avec du pétrole, eh bien vous faites fausse route. On va démonter ça calmement, mais complètement. Parce que oui, le pétrole a rendu Abu Dhabi riche, certes, et cela ne sert à rien de le nier. Mais être riche, dans ce contexte, c'est facile. Ce qui est rare et difficile, c'est de transformer une rente en puissance durable. Et c'est exactement ça, l'histoire des Al Nahyan. Comment une famille bédouine a converti une richesse volatile et finie en empire financier mondial, avec des institutions et des choix qui tiennent sur plusieurs générations. Pour comprendre cette histoire, il faut retourner aux origines. Imaginez Abu Dhabi avant les tours, avant les musées et avant les fonds souverains, avant les deals de tech aussi. Imaginez un endroit où la ressource la plus importante, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. Et où la stabilité n'est pas un acquis, mais une lutte quotidienne. Quand vous vivez dans un environnement rare, vous développez deux obsessions. Premièrement, vous protégez ce qui vous fait vivre. Deuxièmement, vous vous méfiez des périodes trop faciles, parce que vous savez qu'elles ne dureront pas. Et ça, c'est une leçon que les Al Nahyan ne vont certainement pas oublier. Nous sommes désormais au XXe siècle. Les routes maritimes se développent, les grands empires sont là, les concessions se signent et un mot change complètement la région. Le pétrole. Le pétrole, c'est l'allumette, mais c'est aussi un cadeau empoisonné. Parce que le pétrole crée une rente. Une rente, c'est un revenu qui rentre parce que vous possédez une ressource. Mais une rente peut rendre un pays riche sans pour autant le rendre fort. Si vous avez envie de comprendre ça en une image, imaginez quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Parce qu'il a un client qui le paye très cher. Mais imaginez ce client, il peut partir demain. Vous êtes riche, certes, mais vous êtes extrêmement fragile. Et dans l'histoire moderne, il y a des pays extrêmement riches en pétrole qui n'ont pas réussi à transformer ça en succès durable. On peut penser en premier lieu au Venezuela, mais aussi par exemple à l'Algérie. Le pétrole ne garantit pas un État efficace, une économie diversifiée, ni une stabilité automatique. Donc Abu Dhabi, au moment où l'argent du pétrole commence à entrer, a une question à résoudre. Comment est-ce qu'on transforme un flux d'argent instable en quelque chose qui tient debout seul ? Et c'est là que l'histoire va devenir vraiment intéressante. À cette époque, Abu Dhabi est dirigé pendant longtemps par Sheikh Shakhbout bin Sultan Al Nahyan, de 1928 à 1966. Shakhbout est connu pour une prudence extrême. Il dépense lentement, il garde, il temporise. Ça peut paraître conservateur, mais replacez-le dans son monde à lui. Pour lui, l'argent qui arrive d'un coup comme ça, c'est un danger potentiel. Sauf que politiquement et socialement, quand la richesse commence à entrer, les attentes montent. Les familles veulent du développement. Les infrastructures deviennent une urgence, et la légitimité se construit aussi là-dessus. Cette situation ne peut donc pas durer. En 1966, Shakhbout est remplacé par son frère, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, après un coup d'État. C'est un moment important parce que ce changement n'est pas juste une histoire de personnes, c'est un changement de stratégie complète. À partir de là, une idée très simple apparaît. Si les Al Nahyan ne transforment pas cet argent en un État stable et souverain, ils n'auront aucun avenir. État, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Eh bien, ça veut dire des routes, des écoles, des hôpitaux, du logement, de l'administration, des choses qui ont l'air banales dites comme ça, mais qui font qu'un pays ne tient pas uniquement à un peu de chance. Et c'est là qu'on arrive en 1971. Les Émirats Arabes Unis se créent, Abu Dhabi devient la capitale, et Sheikh Zayed devient le premier président. Là où il y a un détail qu'on oublie souvent quand on parle des Émirats, c'est qu'Abu Dhabi, c'est pas juste un émirat parmi tant d'autres. Abu Dhabi concentre l'immense majorité des réserves du pétrole du pays. Donc, en gros, Abu Dhabi, c'est le cœur énergétique de la fédération. Et ça veut dire que le pétrole devient tout de suite une question d'État. C'est pas seulement une question de business de la famille Al Nahyan. Parce que quand vous êtes assis sur ce genre de ressources, eh bien vous êtes automatiquement pris dans de la géopolitique. Des alliances, des pressions, des intérêts étrangers, des rivalités régionales, des cycles de prix, et un futur où cette ressource, quoi qu'il arrive, ne sera pas éternelle. Donc vous avez un problème très concret. Vous devez construire vite, mais sans devenir dépendant d'un seul futur possible. C'est là qu'arrive le vrai coup de maître. Je vais vous poser une question très simple.
Si vous êtes à la tête d'un État jeune, que l'argent arrive en masse, mais qu'il peut s'arrêter ou diminuer un jour, quelle est la première chose que vous voulez construire? Ça va pas être un bâtiment, pas un symbole, ça sera un outil. Le premier outil, c'est celui qui va vous empêcher de confondre les recettes et la richesse. Les recettes, c'est l'argent qui rentre, qui afflue. La richesse, c'est ce qui reste et qui continue de travailler même quand le reste du monde a changé. Et en 1976, Abu Dhabi prend une décision administrative très simple, créer un bras d'investissement d'État, l'Abu Dhabi Investment Authority, ADIA. ADIA, si on essaie de le dire simplement, c'est un investisseur mondial, version État monarchiste. Le principe est facile à comprendre, au lieu de dépenser tout l'argent du pétrole au fur et à mesure, vous mettez une partie de côté, mais pas de côté au sens dormant sur un compte courant comme ça, vous l'investissez, et vous l'investissez dans le monde entier. Pourquoi? Eh bien parce que si votre richesse vient d'une seule source, vous devez acheter d'autres sources de richesse. Concrètement, ça veut dire investir dans des entreprises, dans des obligations, dans de l'immobilier. Le truc important ici, c'est que vous transformez un prix du baril en un chiffre qui monte et qui descend à un portefeuille diversifié, donc en ensemble d'actifs qui réagit différemment selon les périodes. Et là, vous commencez à comprendre le vrai sujet. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est bien plus que ça. Parce que quand vous avez un portefeuille mondial, vous avez des options. Vous avez le droit d'attendre, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de ne pas paniquer. Vous pouvez choisir un moment où vous allez mettre plus d'argent, amplifier un moment. Et ça, dans un monde géopolitique, c'est un levier exceptionnel. Il y a un autre détail qui compte. ADIA ne se présente pas comme une institution faite pour être célèbre. L'idée n'a jamais été de faire du bruit, l'idée c'est de construire quelque chose qui tient. Et vous le voyez aussi dans la façon dont un fonds comme ça peut investir. Une partie importante peut être gérée de façon très peu glamour, très robuste, par exemple avec des stratégies indicielles. Une stratégie indicielle, en gros, c'est au lieu d'essayer d'être plus malin que tout le monde chaque semaine en trouvant le gagnant, l'entreprise qui va monter en bourse, vous achetez tout le marché. Un grand panier d'actions, d'obligations. C'est moins excitant, mais c'est souvent ce qui fonctionne le mieux à long terme. Et là, vous voyez l'obsession, c'est survivre au temps long. Mais les Al Nahyan ne s'arrêtent pas à un seul outil. Parce qu'un seul outil, c'est déjà bien, mais ce n'est toujours pas suffisant si vous voulez construire un pays qui tient sans pétrole. Donc, les Al Nahyan vont créer et organiser plusieurs bras d'investissement avec des missions différentes. Avec le temps, un deuxième bras prend de l'importance, Mubadala. Mubadala, c'est une logique un peu différente. Là où ADIA ressemble à une sorte d'investisseur de long terme très global qui est sécurisé, Mubadala est beaucoup plus orienté construction de secteur. L'idée est de fabriquer des activités, de diversifier l'économie, de mettre de l'argent dans des domaines qui peuvent devenir des piliers du pays. Et ensuite, un troisième bras va apparaître plus tard, avec une autre mission cette fois-ci, c'est organiser des participations stratégiques, notamment domestiques dans des secteurs vitaux. C'est le rôle d'ADIQ. ADIQ, ce n'est pas un fonds souverain au sens classique, ce n'est pas non plus un fonds de croissance comme Mubadala, c'est une sorte de holding stratégique d'État. Son rôle n'est pas de maximiser un rendement financier pur, mais d'organiser, de consolider et de sécuriser ce qui fait fonctionner le pays et le territoire. Concrètement, ça regroupe des participations dans les secteurs vitaux comme la logistique, les ports, l'alimentation, l'énergie, la santé, l'eau, ce genre de services essentiels. Là où ADIA regarde le monde, ADIQ regarde Abu Dhabi, et ce trio, ADIA, Mubadala, ADIQ, c'est un des points qui font comprendre que le modèle d'Abu Dhabi, ce n'est pas juste on a eu de la chance, on a trouvé de l'argent dans le désert. C'est on a construit une architecture. Aujourd'hui, quand on regarde les ordres de grandeur publique et les estimations, on parle d'une masse d'actifs gérés qui se compterait en centaines de milliards pour chacun de ces bras, et un total d'environ 1700 milliards de dollars pour l'ensemble. Et là, il faut absolument que je m'arrête sur ce chiffre, 1700 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le PIB espagnol. Ce que ça signifie, c'est que ce micro-État gère autant de richesses qu'un pays développé d'un peu moins de 50 millions d'habitants. Et je parle pas de tous les Émirats Arabes Unis, on parle seulement d'Abu Dhabi et de la dynastie Al Nahyan. Et c'est là que le cliché du pétrole est complètement dépassé, parce qu'on ne peut plus parler simplement d'un endroit qui exporte du pétrole. On parle d'un endroit qui gère un portefeuille mondial. Maintenant, revenons à la scène du début. Parce qu'un système, on le juge aussi sur un test. Et ce test est arrivé en 2008. 2008, vous connaissez cette date, c'est la crise financière mondiale. Les banques tremblent, le crédit disparaît, l'immobilier se retourne dans plusieurs pays, et beaucoup d'acteurs se retrouvent piégés par des dettes qu'ils ne peuvent plus financer facilement. Dubaï, à ce moment-là, c'est un modèle très différent d'Abu Dhabi. Dubaï s'est beaucoup développé avec l'immobilier, le commerce, la finance, et donc avec une dépendance au crédit et à la confiance. Quand la crise arrive, cette dépendance devient un point faible. Et en 2009, la tension devient mondiale, les gros titres tournent, les marchés regardent, les échéances se rapprochent, Dubaï est fini. Et c'est là qu'Abu Dhabi intervient. Il apporte une aide financière majeure à Dubaï. Un montant qui est colossal, surtout dans ce contexte, 10 milliards de dollars. C'est le moment où vous comprenez ce que veut dire avoir des options. Ce n'est pas seulement être riche, c'est être capable d'agir au bon moment quand les autres ne peuvent pas le faire. Et quelques semaines après, il y a ce symbole. La tour qui devait s'appeler Burj Dubaï devient Burj Khalifa. Et maintenant, quand vous repensez à Adia, vous voyez à quoi cela sert. Un portefeuille mondial, ce n'est pas un trophée, c'est une assurance. Alors à ce stade, vous pourriez vous dire, ok, donc ils ont fait un super modèle financier et voilà.
Et c'est qu'une partie du tableau. Parce que si vous commencez à peser dans le monde, si vous voulez être au rang des puissants, il vous faut une autre chose, supplémentaire, qui ne s'achète pas seulement avec de l'argent, c'est l'influence. Et là, Abu Dhabi fait quelque chose d'intelligent. Au lieu d'être laissé comme étant le pays uniquement associé au pétrole, ils achètent des points d'ancrage dans des univers qui parlent au reste de la planète. Un exemple très simple, c'est la culture, et ça parlera à nous Français. Abu Dhabi a signé un accord avec la France en 2007, et Louvre Abu Dhabi a ouvert en 2017. C'est un musée, oui, mais c'est aussi une manière de dire, on n'est pas juste une pompe à pétrole, on est aussi un carrefour culturel. Un autre exemple, encore plus populaire, c'est le football. En 2008, Manchester City est acquis par un véhicule financier émirati basé à Abu Dhabi. Et derrière, il y a une stratégie de marque mondiale. Le football, c'est une langue universelle. Ça donne de la visibilité, des réseaux, des sponsors, de l'attention. Ça peut faire sourire dit comme ça, mais dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Et l'avoir compris en 2008, c'était un coup de maître. Alors évidemment, ça vient avec un coût. Plus vous devenez visible, plus vous attirez des critiques, plus vous vous exposez à des débats, des suspicions et des controverses. L'idée ici, ce n'est pas d'en faire une question morale. L'idée, c'est vraiment de creuser la mécanique. Et c'est là que vous voyez qu'acheter un club de foot, c'est pas juste un caprice de milliardaire. C'est aussi du soft power. C'est un outil et une assurance complémentaires. Maintenant, on va arriver à la partie la plus moderne de l'histoire, qui représente bien ce vers quoi se dirige la dynastie Al Nahyan. Pendant longtemps, la ressource clé, c'était l'énergie, le pétrole. Aujourd'hui, une autre ressource devient stratégique. C'est l'intelligence artificielle. La capacité de faire tourner des modèles, de traiter de la donnée, de développer l'IA. Et c'est un sujet géopolitique à part entière. Parce que l'IA, c'est pas juste un gadget. Elle touche l'économie, la défense, la santé, la sécurité, la productivité. Et surtout, elle dépend de choses très concrètes. Des puces, des data centers, de l'électricité et des partenariats. Et là, Abu Dhabi fait un mouvement qui résume très bien sa logique. Il cherche à être présent dans ce futur-là, dès maintenant. En 2024, Microsoft a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans G42, une société d'IA basée aux Émirats, avec un partenariat et une gouvernance encadrée. Mieux encore, la même année, ils ont annoncé la création d'un nouveau fonds, le fonds MGX. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ils ont déjà investi pas moins de 6,6 milliards de dollars dans OpenAI via ce fonds, et pris des participations dans des acquisitions de data centers de très grande échelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Au passage, ils ont aussi investi 2 milliards dans Binance pour être certains de ne pas rater le train des crypto-monnaies non plus. Ce passage est vraiment important parce qu'il montre la contrainte numéro 1 que je vous ai annoncée au début, la géopolitique. L'IA aujourd'hui est un centre d'un jeu de puissance mondiale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Donc quand vous êtes un petit pays comme les Émirats, vous ne pouvez pas juste faire de la tech dans votre coin, vous devez naviguer dans ces eaux-là. Et vous retrouvez exactement la même obsession qu'avec le pétrole. Il ne faut pas dépendre d'un seul futur. Le pétrole a financé le développement. Maintenant, les fonds que le pétrole finance leur permettent aussi de prendre des paris plus risqués sur les capacités technologiques. C'est littéralement une nouvelle conversion. Et là, il faut que je vous parle d'un autre point que peu de gens comprennent vraiment. C'est qu'est-ce qu'une dynastie? C'est pas juste une famille, c'est une organisation du temps. Vous pouvez avoir un leader brillant, mais si la transition se passe mal, tout le système se fragilise. Il suffit d'une seule génération incompétente pour détruire le travail de toutes les précédentes. Donc si votre obsession est de survivre au futur, vous devez survivre à vos propres transitions. Sheikh Zayed, le fondateur, fut président de 71 jusqu'à sa mort. Ensuite, Sheikh Khalifa devint président en 2004. Puis après le décès de Khalifa, en 2022, Mohamed bin Zayed, aussi connu sous le nom de MBZ, devient président. Et ce qui est très parlant, c'est la manière dont la succession se passe à chaque fois, et on peut le voir maintenant. En 2023, MBZ a nommé son fils aîné, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, comme prince héritier d'Abu Dhabi. Et dans la même séquence, il nomme aussi 2 de ses frères à des rôles de vice-émir d'Abu Dhabi. Traduction simple, la relève est désignée et autour on verrouille la stabilité. Le plus important, c'est la structure, mais chacun doit parfaitement connaître sa place. Car les différents frères ne sont pas du tout mis hors jeu. Ils sont intégrés au système, chacun avec sa spécialité. Certains gèrent des fonds, d'autres ont un impact plus diplomatique, de soft power, ou bien encore un rôle dans l'ombre. Car quand on gère un état aussi puissant, il faut parfois aussi se salir les mains. Vous voyez donc la logique de tout ce système, c'est devenu une logistique d'ingénierie, bien plus qu'une logique de chance. Et là, j'aimerais développer une idée qui selon moi est très intéressante, qui dépasse les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, c'est petit en population, petit sur la carte, et pourtant, elle est gigantesque dans ses actifs qu'elle détient, dans les investissements qu'elle pilote, dans les partenariats qu'elle crée, et dans les options qu'elle s'achète. Ce n'est pas un modèle basé sur la conquête d'un territoire, c'est un modèle basé sur la présence dans des flux. Le flux d'argent, le flux d'énergie, le flux de données. C'est pour ça que rester sur le vieux cliché du désert riche rate complètement le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont construit une version moderne de la puissance. Silencieuse, financière, institutionnelle et pensée sur plusieurs générations. Alors j'ai une question pour vous, est-ce que c'est ça le futur des États? Peut-être, peut-être pas, je vous laisserai donner votre avis en commentaire. Mais la vraie question que cette histoire pose, selon moi, c'est est-ce que dans le monde qui arrive, la puissance dépendra vraiment encore des frontières? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt de la capacité à contrôler les flux?
J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première de cette chaîne. En tout cas, si c'est le cas, pensez à vous abonner et à soutenir en likant, en commentant, activer les notifications, parce qu'il va y avoir d'autres épisodes qui vont sortir. Alors, je vais parler d'autres familles, mais aussi d'autres personnalités qui ont développé de grandes fortunes ou qui, en tout cas, ont créé un réseau de pouvoir. Donc si les sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.